Salut les devins, c'est Saikyo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, pour la simple et bonne raison que j'ai dû changer de PC. Outre le fait de mettre en place des solutions pour le financer, il a fallu également tout transférer, tout réinstaller. Le truc est arrivé sans Windows, enfin je suis vraiment reparti de zéro, jusqu'à transférer mon expérience précédente et en créer une nouvelle sur ce nouveau matériel. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir m'exprimer à nouveau auprès de vous. Merci infiniment à ceux qui tendront l'oreille à nouveau sur la chaîne dès aujourd'hui, les contenus reprenant progressivement et crescendo. Aujourd'hui on se fait un point sur le Goku Day, le fameux 9 mai qui est quasiment clôturé au moment où j'enregistre ces mots au Japon. On gardera un tout petit peu de pincette parce qu'on sait que désormais les Japonais aiment bien communiquer à l'heure américaine. Et là où le fuseau japonais est en avance par rapport à nous, pour les États-Unis c'est l'opposé total. Prudence, mais tout de même. Le Goku Day étant été érigé en fonction des termes en japonais. Historiquement, les annonces qui y sont associées étaient plutôt faites à l'heure japonaise. Faisons alors un premier point sur cela. Discutons également de l'arrivée très probable de Sparking Zero sur Switch 2 et d'un tout nouveau trailer diffusé fraîchement concernant Dragon Ball Z Kakarot et son pan de DLC lié à Dragon Ball Daima. Pour le Goku Day au Japon, la version courte des choses serait de vous dire qu'il ne s'est rien passé. La version un petit peu plus développée vous dirait qu'il ne s'est presque rien passé. La Shueisha, maison d'édition de Dragon Ball, a révélé qu'ils allaient sortir un coffret concernant les 42 tomes originaux de Dragon Ball avec une spécificité propre à elle-même d'avoir des doubles couvertures, reprenant les couvertures originelles de Dragon Ball mais également celles des divers illustrateurs et mangaka qui au cours des derniers mois et années en partenariat avec Shueisha ont redessiné les 42 volumes de Dragon Ball. C'était haut en couleur à vrai dire, des plus réussis jusqu'aux plus farfelus, divers auteurs se sont succédés jusqu'à clôturer avec Eiichiro Oda sur le 42e tome. On était passé par Toyotaru qui est celle des 42 que j'apprécie le plus. Cette édition là a eu droit à son petit trailer, c'est plutôt bien mis en scène, enfin bon, ça reste tout de même un coffret des 42 tomes qu'en théorie nous avons tous déjà lu et relu dans tous les sens. Rien d'annoncé en dehors du Japon, pour un prix d'environ 32 000 yens, soit à l'heure actuelle environ 195 €, avec des précommandes qui s'ouvrent dès aujourd'hui et se clôturent début août. Le coffret sortant dans un peu moins d'un an, le 4 février 2026 au Japon. On a le temps de voir venir, mais a priori il faudrait quand même réserver pour être sûr de mettre la main dessus, les modalités pour l'obtenir depuis la France n'étant pas encore connues. Toujours au Japon, Dragon Ball Daima, cette fois-ci l'anime, prépare sa sortie en version Blu-ray, l'intégrale, dès le 2 juillet de cette année 2025, avec un prix très piquant cette fois, 53 000 yens de mémoire, à peu près 340 €, et ce pour l'édition limitée, et on peut redescendre à des éditions standards, Blu-ray 200 € et grosso modo 190 pour la version DVD. On devrait y obtenir quelques petits bonus, certains espèrent des scènes coupées, c'est peut-être un petit peu trop optimiste, mais on verra bien. Et d'ici là, on a pu voir des illustrations qui serviront pour les covers, les jaquettes de ces coffrets-là, qui sont ma foi sublimes. Une bien plus sobre, mais beaucoup plus aventuresque. On y voit le troll, on y voit le géant, on y voit Goku. Évidemment devant le Minotaur, cette illustration est véritablement enivrante, tandis que pour l'autre on se recentre beaucoup plus sur l'action. Il faut un petit peu appâter le chaland avec du Goku Super Saiyan 4 Kamehameha qui a été l'une des plus belles scènes de l'anime visuellement, l'un de ses plus beaux Kamehameha de tous les temps transperçant les 3 couches du Daimakai quand même, et ce visuel est juste somptueux. À ce stade-là, vous vous dites c'est bien beau et c'est le cas de le dire, mais que s'est-il passé pour le Goku Day? Eh bien rien de plus sur le fuseau horaire japonais. Étrangement, et d'où mon petit appel de phare de vigilance concernant le fuseau américain, car aux alentours d'environ 9h30 du matin, du côté de New York, a été révélé le trailer du prochain DLC de Dragon Ball Daima. Il sort le 17 juillet 2025 sur les plateformes habituelles. C'est la partie 1 évidemment du DLC qui devrait se clôturer peu ou prou au moment de la défaite du Tamagami numéro 3 avec Goku Super Saiyan 1 voire 2, ça dépend de comment ils l'adapteront. On a bien vu que Sparking Zero a été pince sur les transformations de Goku mini Daima. Heureusement que CyberConnect 2 est là un petit peu pour sauver la mise, pour intégrer Daima de manière, en tout cas a priori propre, dans un jeu vidéo, le faire vivre, s'épanouir. Les visuels et les modèles de ce jeu me paraissent de plus en plus arriérés, et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce jeu dispose d'une âme. Cette version-là de Daima en jeu vidéo me donne bien plus envie de la parcourir que d'autres qui ont pourtant une plastique bien plus agréable. Dans Kakarot, le fait que ça ne soit que la partie 1 n'est pas si dérangeant que ça, au contraire, on aura le temps de visiter le 3e monde du Grand Royaume des Démons, de l'explorer via des quêtes secondaires qui là pourront prendre tout leur sens. Canon ou pas canon, on s'en fiche un petit peu, mais on sait qu'il y aura des scénaristes qui en théorie se sont un petit peu pris la tête pour développer quelque chose. Que
Que ce lore soit subsidiaire ou non, au moins on aura pu le vivre. On pourra être actif à l'intérieur du Daimakai, explorer des lieux que l'anime n'a peut-être pas permis. On retrouve les mécaniques de combat au sol que l'on a pu voir dans les précédents DLC, tournois, version Dragon Ball, etc. Toujours un très joli sens de la mise en scène de CyberConnect 2, et puis je pense qu'ils en gardent sous le pied pour la version finale du jeu, en tout cas du DLC, avec de grosses phases, combat Goku Tamagami qui devrait clairement envoyer en termes de cinématique. Le tout s'accompagnant dans certains pays, pour le moment ce n'est pas révélé ni officialisé en France, il s'agit là d'une nouvelle version physique de Dragon Ball Kakarot, aux couleurs de Daima. Une sorte de version à prix réduite qui devrait inclure à peu près tout jusqu'au premier DLC de Daima à minima, une édition spéciale du jeu qui contient celui de base, ainsi que les packs de DLC liés à Daima, avec une couverture totalement remaniée, Daima Edition, qui dans une collection peut sortir vraiment du lot. Alors j'ai vu un petit peu de tout. J'ai vu beaucoup de déçus, beaucoup d'appréciateurs. Je fais partie des appréciateurs. Je trouve qu'on reste dans l'aspect plutôt sobre, bien qu'elle fût rouge, de la couverture originelle, et que l'on transpose un petit peu ce qui a été fait en matière de composing, certes simpliste sur la première couverture, au niveau de la Daima. Rien de très bouleversant, mais je la trouve peut-être même plus réussie que la couverture originale de Kakarot. On a le nuancier du violet au jaune qui rappelle le code couleur du logo de Daima, la typographie qui évolue un petit peu, ça fait un petit peu bizarre aussi de voir DBZ affilié à Daima, mais bon, pourquoi pas. Le personnage qui est un petit peu plus travaillé en matière d'éclairage que celui de la couverture originelle, c'est à mon sens réussi et je pense que les collectionneurs voudront mettre la main dessus même si elle ne sort qu'ailleurs. Quelque chose qui est en bonne phase de sortir sur la prochaine console de Nintendo, la Switch 2. Si tout se déroule dans ce monde vachement instable comme prévu, elle sortira le 5 juin 2025 et c'est le jeu Dragon Ball Sparking Zero qui fait parler de lui sur la plateforme car il vient de recevoir sa classification lui permettant de sortir par la suite par l'autorité générale de régulation des médias en Arabie Saoudite. Et ça arrive très souvent qu'un organisme de X ou Y pays nous révèle au préalable qu'un jeu vidéo serait en préparation. C'est un petit peu plus grave lorsqu'il s'agit de nouvelles licences, d'IP, etc. Quand c'est un portage, c'est un petit peu moins un sujet à préjudice comme ici avec Sparking Zero, mais c'est tout de même révélateur. Le fait que Sparking Zero arrive sur Switch 2 n'a rien de surprenant. Via la rétrocompatibilité, on devrait avoir accès à Fighters et Kakarot en théorie, peut-être à des améliorations qui sait, mais pour Sparking Zero il va plutôt falloir s'attendre à du downgrade, à ce que ça soit moins beau, moins performant que sur une PS5, une Xbox Series X voire même S, et évidemment moins performant que sur PC. Alors le petit exercice auquel je me suis adonné, c'est de tenter de recréer les conditions d'affichage, d'utilisation du jeu sur une version PC. Quitte à avoir un nouveau PC, autant qu'il fasse partie de la suite de l'aventure de la chaîne. Et ce que j'ai fait là, c'est donc vraiment à titre d'illustration. Ça se base sur des spécifications de la future console de Nintendo qui sont en partie connues, mais aussi en partie supposées et mystérieuses, sur une utilisation de certaines technologies qui est inconnue. Ils ont dit qu'il y aurait pourquoi pas du DLSS ou autre, mais bon, mais aussi sur l'inconnu quant à l'optimisation que les développeurs apporteront à cette version de Sparking Zero sur Switch 2. Et on n'a à l'heure actuelle aucune information sur ça. Alors pour rendre cette présentation un petit peu plus digeste, j'ai élagué, j'ai totalement enlevé de l'équation la version portable. Je n'ai pas essayé de recréer cette expérience-là, j'aurais pu, mais bon, ça aurait été encore un peu plus vaseux. Pour que ça reste amusant, je me suis aussi basé sur ce que la Switch 2 fera, et ça on le sait, c'est officiel, ça a pu être aperçu lors de la présentation récente de la console sur les autres jeux d'éditeurs tiers. Je pense à du Cyberpunk, je pense à du Elden Ring. Et mon but ici n'a pas été de se calquer sur les performances des autres jeux, non, mais d'appliquer le même delta de downgrade entre la version PS5 pourquoi pas de Cyberpunk et sa version Switch 2. Idem pour Elden Ring et autres jeux éditeurs tiers dont nous connaissons les performances formelles factuelles sur Switch 2. Pour être encore un petit peu plus précis, vous avez remarqué une petite mention affichée en haut d'écran. Je suis parti sur deux possibilités. Je vais pas en analyser 14 millions comme si j'étais Doctor Strange. J'ai recentré tout ça sur une hypothèse 60 fps et sur une hypothèse au framerate réduit aux alentours des 45. La version 60 fps étant un petit peu moins qualitative visuellement et la version à 45 moins fluide mais plus jolie. Dans les deux cas, on est bien en deçà des versions console et PC. Dans les deux cas, ça tourne en résolution, sans mauvais jeu de mots, 2K, 2560 par 1440. C'est l'entre-deux que j'ai jugé pertinent pour une console qui est censée pouvoir afficher de la 4K, mais bon, on sait que ça va être pas mal d'upscale. Les divers jeux auraient des résolutions natives pouvant démarrer à 800p jusqu'à 1440p, pour être ensuite upscalé vers de la 4K. Pour agréger tout ça, j'ai fait tourner le jeu nativement en 2K sur mon PC, histoire d'avoir l'entre-deux 1080p 4K et de s'affranchir de toutes les notions
d'upscale. Dans l'hypothèse que j'ai configurée où le jeu tournera en 60 fps, alors oui, effectivement, c'est fluide, c'est hautement jouable, combat en ligne, combat solo, peu importe, ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, visuellement, il y a beaucoup de concessions. Ça reste grosso modo propre et on arrive à conserver une qualité de texture élevée. Cependant, ça aliase vraiment pas mal. Alors si vous êtes sur petit écran téléphone, vous le verrez pas trop, mais dès que l'image s'épanouit sur du 24, 27, 32 et plus de pouces, c'est une autre limonade. Le crénelage est assez élevé, on a la qualité des ombres qui est au rabais, les effets généraux et de destruction qui sont également limités, la profondeur de champ qui n'a que très peu d'étendue. On a donc beaucoup moins d'immersion au cœur du monde de Dragon Ball, ce qui pourrait fonctionner justement en mode portable sur la console si elle arrive à tenir les performances, mais sur une télévision, hormis l'action. Dans cette configuration-là, on se sent beaucoup moins immergé dans un monde Dragon Ballesque ou Sparking-esque. Cependant, c'est vachement fonctionnel. Malgré l'aliasing ou autre, il n'y a rien de scandaleux. Si les développeurs sont contraints ou font le choix de laisser tourner le jeu à 40-45 fps, alors oui, ils gagneront au niveau de la qualité visuelle, sur des scènes où ça bouge pas trop, mais bon, Sparking Zero quand même, ça bouge dans tous les sens, sur des présentations de personnages, sur des arrêts sur image, sur les moments où les personnages chargent un petit peu leur ki, où c'est un petit peu plus posé, on se rend tout de suite compte de la différence. Le piqué de l'image n'a plus rien à voir. Les contours au global sont beaucoup mieux définis, on perd un petit peu au niveau de la qualité des textures, mais l'illumination globale des scènes, les ombres, les effets de destruction, la profondeur, tout monte d'un très joli cran. Le problème, c'est qu'à 45 fps, l'expérience Sparking Zero est à peu de choses près immonde. Une très désagréable impression que tout tourne au ralenti, ce qui est un petit peu le cas, comme si le jeu saccadait constamment, alors que non, il tourne à plein régime, en tout cas relativement à son nombre maximal d'images par seconde pré-réglé à 45, et autant 40 images par seconde est un très joli compromis sur des jeux comme Red Dead Redemption, même sur un Spider-Man, sur un Horizon Forbidden West et autres. Sur Sparking Zero, c'est imbuvable. Tout l'environnement 3D, tous les mouvements des personnages se retrouvent dans un engrenage à moitié bloqué, et il me serait impossible de recommander cette version-là par rapport à celle qui est moins belle visuellement, mais qui est nettement plus fluide à 60. Si l'une des deux devait être choisie, contrairement à un Cyberpunk qui va tourner aux alentours des 30 à 45 fps, sur Switch 2 évidemment, là il va vraiment falloir miser sur du 60 fps. Faire très attention également à la résolution. Si c'est de la 1080p native, 900p native, qui n'est même pas upscalé et que le jeu est tout flou, comme pour nous rappeler les mauvais souvenirs pas si vieux que ça de Bleach Rebirth of Soul sur console, là aussi c'est un grand nom. L'image que je vous présente ici reste saisissante malgré les niveaux de détail assez bas, car ça reste de la 2K native. Il faudra donc soit avoir une résolution native élevée, ou bien arriver à avoir un upscale de qualité sur ce jeu-là, et maintenir 60 fps, même au détriment de certains paramètres. C'est vraiment ce qu'en est ressorti pour ma part. J'ai beaucoup jonglé avec les divers paramètres, et à chaque fois j'en arrivais à la même conclusion. Alors après avoir fait ce point, il y a quand même quelque chose qui me dérange énormément avec cette sortie de Sparking Zero. Ce n'est pas le fait qu'il arrive, moi je suis pour le fait que tout le monde puisse mettre la main dessus. La Switch est une très belle porte d'entrée. Beaucoup de monde ne jure entre guillemets que par la Switch, et potentiellement que par la Switch 2 très bientôt. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Mais elles sont passées où toutes ces pépites en matière de jeux vidéo Dragon Ball que l'on avait sur console Nintendo? Je vais vraiment pas tous les citer, mais certains qui ont quand même pavé mon parcours en tant que fan et joueur. Game Boy Color, Dragon Ball, les guerriers légendaires, un jeu de cartes un petit peu tactique vraiment à part, Legacy of Goku, 1, 2, 3, on en a eu un dans la veine aussi côté DBGT mais bien moins bon. Dragon Ball Super Sonic Warriors, Game Boy Advance, Nintendo DS, Dragon Ball Z, l'attaque des Saiyans. Tous les jeux que je cite là, vous ne les trouvez pas sur d'autres consoles. Extreme Butoden, Dragon Ball Fusion, là ça devrait parler à beaucoup de monde sur 3DS. C'est un jeu qui a pas mal marqué, notamment de par son originalité, mais aussi grâce à ses qualités. Sur Wii, on avait la fameuse revanche de Piccolo. On a aussi souvent des jeux sur les consoles Nintendo dédiés aux univers Dragon Ball d'époque. Je pense aussi sur Game Boy Advance à Dragon Ball Advance Adventure, l'un des meilleurs jeux Dragon Ball de tous les temps. Dans le giron des consoles, les seuls à avoir eu du Dragon Ball Heroes, c'est Nintendo. Et le dernier en date, c'était World Mission, qui est sorti sur la Switch, qui est sorti sur le globe entier. C'est évidemment une énorme prise de risque pour un tel jeu qui est vraiment plus calibré pour le public japonais qui culturellement y est habitué via les bornes d'arcade, le florilège de cartes et autres goodies liés à Heroes. Et de tous les jeux que je viens de citer, à la limite ça pourrait être discutable pour Heroes, mais au global, pour ce que j'ai cité là sur console Nintendo, c'est à chaque fois des perles, des pépites, des jeux mémorables, voire même des jeux qui explorent d'autres genres que ceux qui sont répandus sur les Tenkaichi, les Budokai et consorts.
Alors on en fait quoi de ça? On va nous sortir un Sparking Zero car ça va toucher probablement pas mal de monde sur Switch 2 pour se dire c'est bon, on l'a et vous pouvez l'avoir en portable, allez acheter en masse. Et peut-être que le jeu ne sera même pas aussi bien optimisé que ceux que j'ai essayé de reproduire sur PC, parce qu'on n'est pas à l'abri de la catastrophe industrielle non plus. Un jeu qui saccade, qui rame, problème d'affichage de texture ou autre. Là, mon expérience PC sur les versions 60 et 45 FPS reste optimisée, reste propre. Sur Switch 2, c'est pas gagné non plus. J'ai été optimiste, mais j'ai pas beaucoup de raisons de l'être. Alors donc, on va prioriser, favoriser le jeu du moment, parce que c'est lui qui pourrait se vendre, pourquoi pas par palette, et encore c'est pas gagné, hein, mais bon, parce que je pense que le jeu a pas mal fait son bout de chemin sur console et PC, et que surtout pour le moment, il y a une belle, ou du moins pas très belle réputation qui lui est taillée. Une fois que chacun peut s'informer ou le tester, bon, le sourire risque de rapidement disparaître, notamment face à l'un des PowerPoint multiples et peu variés du mode histoire. Alors on en fait quoi de ces belles propositions qui ont ponctué les diverses consoles Nintendo jusqu'à présent, jusqu'en 2019 avec la Switch et depuis plus rien, silence radio. Bandai Namco fait-il toujours appel à certains développeurs qui sortent des sillons habituels pour proposer quelque chose de novateur pour Dragon Ball, quelque chose de différent, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de marquant. À ce stade-là, malgré toutes les présentations que je vous en ai fait, Dragon Ball Sparking Zero sur Switch 2, on n'en a pas grand-chose à cirer. Il va rendre service, c'est une évidence, et j'accueille sa venue ici avec sourire, mais le goût que sa sortie probable me laisse sur Switch 2 est vraiment fade, car je me dis qu'il n'y a que ça, véritablement. On attend toujours que le fameux MOBA, le Project Multi, nous soit délivré. Il était a priori prévu pour 2025, c'est silence radio total. Je ne sais pas ce que font ces ayants droit, avec Akio Yoku à la tête des animés et des jeux vidéo, comme par hasard. Ces personnes, a priori, on verra encore une fois vis-à-vis du fuseau américain, mais a priori incapables de communiquer proprement un Goku Day, de proposer quelque chose qui fait un petit peu de rêve, mais par contre de manière tout à fait aléatoire, dans une interview qui pourrait sortir un Maître Karin Day, va nous dire avec un sourire en coin qu'il en aurait beaucoup sous le pied, beaucoup à venir pour X ou Y années et on n'en verrait pas la couleur ensuite. C'est une boucle infinie d'incompétence dans laquelle on est figé. Alors en deux mots, si je n'ai pas abordé la version manga, Toyotaro, etc., c'est aussi et surtout car on sait d'ores et déjà, et je vous en ai parlé sur la chaîne, que Toyotaro sera présent à la Jump Victory Carnival en juillet de mémoire au Japon, séance dédicace, etc. Il va y avoir une présence plutôt appuyée de Toyotaro, accompagné de son éditeur Victory Uchida qui est loin d'être un aigle. Mais s'il y a un moment où ils peuvent parler d'eux, voire esquisser quelque chose à propos du manga, c'est plutôt là-bas qu'au Goku Day. Ça fait beaucoup de peine pour la licence, même si à vrai dire pour ce Goku Day on n'attendait rien de spécial. Elle mérite mieux. Alors certains pourront argumenter sur le fait qu'elle mérite le repos, et en un certain sens le repos éternel, je ne leur en voudrais pas, mais quitte à ce qu'elle soit exploitée, elle mériterait véritablement mieux que des personnes incapables de communiquer en temps et en heure, que des personnes faisant des promesses dans le vent, que ces mêmes personnes découvrent les vérités de l'industrie, les réalités de l'industrie extrêmement tardivement dans leur carrière ou leur parcours. On l'a vu et ça résonnait à divers échos dans les interviews d'Akio Yoku qui découvre le temps de développement d'un jeu vidéo ou d'un animé. C'est ahurissant. En parlant de délai, n'oublions pas également que les ayants droit de Dragon Ball, les connaissants, doivent toujours être dans leur phase Daima. Et d'après leurs antécédents de fonctionnement, ça devrait durer jusqu'à la sortie japonaise du Blu-ray. On en a discuté il y a quelques minutes de cela dans la vidéo et ça sort le 2 juillet 2025 au Japon. Donc jusque là, si Akio Yoku a d'autres projets, il est probable qu'il n'en parle pas forcément. Et je me rappelle que dans le coffret collector du Blu-ray de Broly, il nous annonçait des autres développements. Une sortie Blu-ray de films et notamment de séries animées marque très souvent la fin véritable d'un projet à leurs yeux sur la phase marketing. Enfin, pour conclure, un grand merci aux fans aussi. Je vous les ai pas mal retweetés là sur X Twitter, n'hésitez pas à aller me suivre, @saikyo20. Je retweete pas mal d'artistes qui tapent vraiment à mon œil et ils ont vraiment mis Dragon Ball à l'honneur pour le Gohan Day, pour le Goku Day. Là, on s'amorce vers le Goten Day. Je pense qu'il va en être de même. À leur manière, à leur sauce, ils font vivre Dragon Ball. Alors, c'est clairement pas ce que les fans attendent, mais les fans, en tout cas, font ce qu'ils peuvent en retour et montrent qu'ils sont toujours là. Et ils ne sont pas là que pour faire des dessins sur Twitter. On a eu par exemple le rapport financier de Bandai Namco pour l'exercice fiscal complet qui débute le 1er avril 2024 et s'est clôturé le 31 mars 2025. La première licence est de très loin et Dragon Ball, 190,6 milliards de yens. C'est même un record que signe la Bandai Namco avec Dragon Ball devenant la première propriété intellectuelle à atteindre 190 milliards de yens au cours d'un seul exercice. Alors tu m'étonnes
que même s'il est en 140p et 3 fps, ils vont te vendre Sparking Zero sur Switch 2. Mais un peu de bon sens, un peu d'humanité ferait du bien là-dedans avec de vraies propositions. Donc du côté des fans, tous les signaux sont au vert. Là c'est Bandai Namco, mais je suis à peu près sûr que c'est dans les mêmes eaux du côté de Toei Animation vis-à-vis de Dragon Ball, mais encore et toujours, ils ne savent pas ou peut-être même ne veulent pas l'exploiter à son plein potentiel. Dragon Ball est à l'image de Son Gohan, et ça s'apparente plus souvent à Son Gohan survêtement vert avec les lunettes face à Freezer, plutôt que Gohan ultime surpuissant, demandant formellement à Kibito de lui fournir l'apparat de son défunt père Son Goku. Que voulez-vous, c'est comme ça, on continue de composer avec, mais force est de constater qu'ils ne font pas bien les choses, et même avec cette émancipation actuelle d'Akio-Yoku, rien ne se passe, alors il faut évidemment laisser le temps au projet de se faire, lui-même se rend compte de la longévité pour les mettre en place, mais je me demande s'il ne s'est pas pris lui-même les pieds dans le tapis, qu'il pensait que tout cela pourrait se faire d'un claquement de doigts, se prenant pour Thanos du MCU, mais probablement pas plus efficace et peut-être tout aussi drôle que Drax. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo. S'il y a bien une période à laquelle lâcher un pouce en l'air, ce serait maintenant. Vous savez à quel point l'algorithme de YouTube est ingrat lorsqu'il y a des pauses telles que celles que j'ai été contraint de réaliser sur la chaîne dernièrement. Évidemment, j'ai rien lancé pour financer le PC ou autre, mais si vous pouvez juste laisser un pouce en l'air, c'est gratuit, ça m'aide, ça développe la chaîne, et pourquoi pas ça aide à générer un petit peu plus de revenus, donc c'est vraiment cool si vous pouvez le faire. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas se perdre très prochainement de vue. Merci vraiment pour tout, le plaisir est à nouveau renouvelé d'avoir pu vous partager ces mots aujourd'hui, merci. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.